Bonjour, j'enchaîne avec le compte-rendu de la deuxième séance de la campagne The Great Northwest pour Deadlands Reloaded. Donc j'avais fait la précédente séance hier, vous la trouverez sur la chaîne. À ce stade, presque tout provient de la campagne Stone Cold Dead. Tous les joueurs étaient présents qui incarnaient Beatrice Trixie Myers, la huckster, Danny Lachoppe, le bagarreur, Nicholas D. Wolfhound, alias Trinité, le faux prêtre mais vrai pistolero, Rafaela Venegas de la Torre ou Rafi, l'élu, et enfin Warren D. Waddington, dit Doc Ock, le savant fou. Les PJ se trouvent au ranch des cousins Sannington. Nicolas jette un œil à la ferme, de plein pied, dont il fait le tour. Il cherche à s'assurer que personne ne se trouve à l'intérieur, qui les guetterait. Non, personne a priori. L'intérieur a l'air très sale, mais il y fait très sombre. Par contre, il remarque qu'il y a, devant la porte relativement large qui donne sur la grange, des traces de passage. On y a traîné des choses lourdes. Il y a un peu de sang séché. Quelqu'un qui se serait fait tabasser? Un innocent qui serait encore en vie à l'intérieur? Nicolas aimerait forcer la porte pour s'en assurer, mais Raffi n'y est pas favorable. Après quoi, ils suivent la direction indiquée par Raffi suite à son miracle d'ami des bêtes, là où les vaches refusent de se rendre au sud de la propriété. Ils s'y rendent à pied, leurs chevaux sont probablement davantage en sécurité là où ils sont dans la cour. Ils atteignent ainsi un petit bosquet assez sombre avec cependant un semblant de sentier qui s'engage entre les arbres. Danny l'emprunte sans plus attendre, les autres suivent. C'est très calme. Mais Nicolas croit entendre quelque chose dans les fourrés. Un petit animal, un lapin peut-être. Les PJ se font plus prudents, mais rien. Pourtant, au bout d'un moment, Nicolas et Danny sentent que quelque chose leur grimpe dans le dos, qu'ils ne peuvent pas attraper. Leur geste alerte Warren et Béatrice qui voient qu'il s'agit de sortes de gros insectes avec une carapace rouge, de la taille d'un poing à peu près. Warren déploie Roseline, un de ses bras mécaniques, pouvoir d'enchevêtrement, et parvient à saisir et immobiliser la bestiole qui s'en était prise à Danny. Nicolas essaye d'écraser son insecte avec sa croix Christina qu'il a dans le dos, mais n'y parvient pas. La créature commence à ramper sur son cou, grimpe sur le menton et essaye de lui planter des crochets dans la bouche, pour le forcer à l'ouvrir et, comprend-il, pénétrer à l'intérieur. Danny, qui a aussitôt accouru, parvient à l'attraper, la jette par terre et l'écrase. Raffi, via son miracle d'ami des bêtes appliqué à la créature capturée par Warren, détermine que ces créatures n'ont rien de surnaturel. Elles ont une intelligence animale caractéristique. Mais avec quelque chose de plus. Un esprit de la ruche? Il y a sans doute une sorte de reine. Mais Warren, fasciné par l'insecte, fait lui aussi l'objet d'une attaque d'une autre de ces créatures, et il ne réagit pas assez vite. L'insecte lui plante ses crochets dans la bouche et lui écarte les lèvres. Rafaela et Nicolas tentent de venir en aide au savant, mais la créature se glisse dans sa bouche et commence à descendre dans sa gorge. Dans un réflexe désespéré, Warren utilise son deuxième bras mécanique, Hippolyte, pouvoir d'éclair, sur lui-même. La décharge électrique le secoue, mais surtout affecte aussi la créature qui cesse de progresser sous le choc. Danny essaye de serrer la gorge de Warren pour faire remonter l'insecte, ou du moins l'empêcher de descendre, car d'une manière ou d'une autre la créature semble s'allonger en se rétrécissant pour se glisser dans l'œsophage de Warren. Nicolas lui donne un violent uppercut dans le foie, il veut le faire vomir. Le savant fou, pris de nausée, s'effondre à quatre pattes, mais ne parvient pas immédiatement à régurgiter l'insecte. Avec un gros effort de volonté, Warren, conscient que c'est la meilleure chose à faire, se frappe violemment le ventre avec Roseline, et vomit tout son sou, expulsant la bestiole de son organisme. Rafaela la capture avec sa veste, en hurlant aux autres de sortir du bosquet, ce qu'ils font en se protégeant la bouche. À l'extérieur, Rafi confie la bestiole à Danny, mais elle s'agite dans le pochon qu'elle entaille de ses griffes. Danny l'écrase sans plus attendre. Reste que Rafi est persuadé qu'il y a une reine dans le coin, et qu'il faut s'en débarrasser pour mettre fin au problème. Le bagarreur considère qu'ils n'ont pas de temps à perdre dans ce cas, il faut y retourner. Il croit que Rafaela a raison. Ces bestioles ne doivent pas être très répandues dans le coin, mais du temps où il a fait le cow-boy, il se souvient avoir entendu parler de tiques de prairie qui correspondent à cette description. Warren, même s'il est encore sous le choc, confirme. Il avait lu quelque chose à ce sujet. Comment sont-elles arrivées là? Eh bien, peut-être avec le bétail volé récemment par les cousins Sannington. Il suffit d'une vache infectée. Les PJ retournent à la ferme pour prendre un peu d'équipement. Warren en profite pour mettre le spécimen capturé dans un bocal, et Raffi pour donner quelques soins à son compagnon scientifique. Il s'en remettra sans souci. Mais dans les jours qui viennent, boire et s'alimenter risque de lui chatouiller la gorge, qui l'a très irrité. Tous deux improvisent des sortes de masques de cuir pour qu'ils puissent tous se protéger la bouche. Ils prélèvent des bandes de peau sur les vaches mortes. Il n'y a pas de risque d'infection, et un peu d'alcool de menthe suffira à dissimuler les mauvaises odeurs. En attendant, Nicolas refait le tour de la propriété. Les portes de la ferme sont tellement fragiles, c'est tentant. Un bon coup d'épaule suffirait à les ouvrir.
Mais Danny garde un œil sur le faux prêtre. Pas question de pénétrer par effraction dans la bâtisse. Cependant, alors qu'il fait le tour de la ferme pour s'assurer que son nouveau camarade ne fait pas de bêtises, le bagarreur perçoit un reflet lumineux dans un bosquet au nord-ouest, sur une petite colline, à une centaine de mètres de lui. Il pense que quelqu'un les observe. Il attrape son cheval et prend la direction du reflet, au trot. Il n'y a rien sur place quand il y parvient, mais il y trouve des traces de roues. Un rapide examen des environs lui indique une charrette qui s'éloigne assez vite. Aucun doute, c'est celle des cousins Sannington. Danny retourne au ranch et explique tout ça, en jetant un œil noir à Nicholas, raison de plus pour ne pas tenter quoi que ce soit de malvenu. Ils reprennent la direction du bosquet, et on rapproche cette fois leurs véhicules et les chevaux. Un nouveau miracle de Rafaela sur la tique de prairie capturée par Warren permet de déterminer que la reine se trouve plus loin dans le bosquet, plus précisément dans une sorte de petite caverne, et il faut l'éliminer. Une reine qui pond pourrait anéantir l'ensemble du troupeau des cousins Sannington en l'espace de quelques jours à peine, anéantissant l'approvisionnement en viande de Crimson Bay. Danny se munit d'une lampe et Béatrice en confie une autre à Warren. Il y a effectivement une petite grotte au fond du bosquet. Les PJ s'y enfoncent et constatent qu'il s'y trouve une source à l'eau très claire, très pure. Danny sait qu'il y en a un certain nombre dans les environs de Crimson Bay. C'est un des atouts de la ville qui a favorisé son développement. Nicholas remarque des sortes de filaments de bave sur les parois. Pas un bruit, sinon celui de l'eau qui s'écoule. Mais Rafi, Nicholas et Trixie remarquent du mouvement dans un embranchement derrière Danny qui n'y a pas prêté attention. C'est la reine tique de prairie, bien plus grosse que sa progéniture, mais elle est relativement lente. Les cris de ses compagnons alertent le bagarreur qui, dans un mouvement réflexe, abat son gourdin sur la créature et la pulvérise d'un seul coup bien placé. Sur ses flancs, il y avait plusieurs portées de minuscules tiques de prairie, mais elles ne survivront pas à la mort de leur génitrice. Les PJ décident de brûler ce qui reste, au cas où. L'infection est contenue, leur mission accomplie, ils n'ont plus qu'à rentrer à Crimson Bay, même si Nicholas et Warren sont très curieux de ce qui pourrait bien se trouver à l'intérieur de la ferme des Sannington. Ils le sont d'autant plus que Danny leur a expliqué que les éleveurs les surveillaient visiblement. Mais Rafaela les stoppe net. Ils vont rentrer en ville, toucher leur récompense, et donc, la concernant ainsi que Danny, qui à vrai dire ne pense guère qu'à toucher ses billets pour le boulot qu'il a abattu, ils vont devenir officiellement des adjoints du shérif Russell Drent, ce qui leur conférera une autorité supérieure, leur permettant de perquisitionner dans les formes. Béatrice toutefois, car cela n'engage à rien, use de son pouvoir de pressentiment sur la porte qui fait face à la grange. Elle a une vision des cousins Sannington qui traînent une carcasse à l'intérieur de la maison, tandis qu'un autre membre de cette étrange famille ouvre une autre porte à l'intérieur qui donne sur un escalier descendant vers une cave. La même scène se reproduit à plusieurs reprises, mais si les premières dépouilles traînées ainsi sont indubitablement des vaches, ce n'est probablement pas le cas de la dernière, même si la Huckster ne peut pas jurer de ce dont il s'agit. Mais, Danny excepté, tout le monde en tire les mêmes conclusions. Rafaela insiste, ils rentrent à Crimson Bay. Ils vont parler de tout ça à Drent, et nul doute qu'ils pourront bientôt revenir dans cette inquiétante ferme au lourd secret. Dont acte. Rien de spécial sur la route ramenant les PJ en ville. Danny et Rafaela se rendent illico au bureau du shérif, tandis que les autres laissent leur véhicule dans l'atelier du maréchal ferrant Tom Jenkins, avant d'aller jeter un œil au Gold Digger, voir notamment si les cousins Sannington ne s'y trouveraient pas. Mais ce n'est pas le cas. Warren paye quand même sa tournée de lait chaud au miel. Russell Drent est à son bureau avec son adjoint Glenn Cabot et quelques anonymes qui s'affairent à l'arrière. Danny et Rafi font leur rapport, l'élu expliquant qu'il s'agissait d'une infestation de tiques de prairie, et elle en exhibe une preuve, le spécimen qu'ils ont capturé. Drent n'avait jamais entendu parler de ça, mais les deux futurs adjoints expliquent le mode de vie et le danger que ces créatures représentent pour les troupeaux. Mais ils ont fait le ménage donc et abattu la reine et ses portées, qu'ils ont fait brûler. Le bétail des Sannington ne court plus aucun risque. Drent est intrigué, mais croit les PJ. Il va confier cet échantillon au docteur Richard Lightgo, ça l'intéressera sûrement. Ils ont fait du bon boulot, pas à dire, et rapide avec ça. Ils ont bien mérité leurs 15$ et leur poste d'adjoint, si ça les intéresse. C'est bien le cas. Cabot va se charger de la paperasse. Il doit y avoir quelques vieilles étoiles d'adjoint qui traînent quelque part. Russell Drent insiste sur le fait qu'ils ont rendu un grand service à la ville de Crimson Bay, qui dépend du ranch des cousins Sannington pour son approvisionnement en viande. Mais justement, Rafaela prend Danny de vitesse, qui allait s'en repartir sans un mot de plus. Il y a un autre problème avec le bétail des cousins. Il a visiblement été volé. Le marquage en témoigne. Il y a au bas mot une demi-douzaine d'initiales différentes sur les bêtes. Drent échange un regard avec Cabot. Ils ont bien fait de lui signaler ça. Rafi, l'espace d'un instant, a un doute concernant les vrais sentiments du shérif à cet égard.
Mais il est bel et bien sincère. En fait, l'élu comprend que Drent et Cabot avaient peut-être déjà des doutes à ce propos, et que l'infestation de tigres de prairie, même s'il n'avait aucune idée de ce qui se passait au juste, a pu constituer un prétexte pour aller jeter un coup d'œil sur les activités de ces trois sales bonshommes, sans trop se compromettre. Mais Rafaela a l'impression qu'il y a encore autre chose, comme si le shérif n'était pas seulement surpris, mais aussi un peu embarrassé par l'efficacité et la diligence dont les PJ ont fait preuve. Impossible cependant de déterminer pourquoi, et ce n'est qu'une impression très vague. Peut-être cette impression est-elle communiquée à l'élu par la Vierge de Guadeloupe. Quoi qu'il en soit, Rafi se porte aussitôt volontaire, et au nom de Danny aussi, qui n'en demandait pas tant, pour retourner enquêter sur place. Dredd ne peut pas prendre cette initiative seul, parce que l'économie de Crimson Bay est en jeu, et ça c'est du domaine de Wallace. Certes, mais Danny, puisqu'il est de toute façon dans le coup, précise alors que les cousins Sannington les surveillaient de loin tandis qu'ils enquêtaient dans leur propriété. Et Rafi mentionne aussi les traces de sang devant la porte, et, sans parler de ses facultés arcaniques, et encore moins de celles de Béatrice, elle fait état de ce qu'ils ont de bonnes raisons de suspecter quelque chose de bien pire qu'un simple souci avec le bétail. Russell Dent les entend bien, et ça change tout. L'enquête devient prioritaire. Il a besoin de preuves pour pousser Wallace à prendre une décision. Ils toucheront une bonne prime s'ils retournent enquêter là-bas, discrètement, et lui ramènent de quoi incriminer les cousins. Quant au respect de la loi dans les activités du bureau du shérif, car Rafi s'en inquiète, eh bien, c'est l'Ouest. C'est lui qui en décide. Les seuls avocats dans le coin bossent pour Wallace. Pas de souci à ce propos, mais la discrétion reste requise. Danny et Rafi acceptent. Oh, une dernière chose. Le shérif sait que ces deux nouveaux adjoints ont été assistés par leurs copains du Gold Digger. À titre officieux, hein. Qu'ils leur transmettent ses félicitations. Eux aussi, ils ont fait du bon boulot. Gratuit. Il est l'heure de se requinquer avec un bon repas au Washington. Les PJ s'y retrouvent et se régalent de la bonne cuisine de Mrs. Johnson. Mais Mr. Johnson leur confirmant que la viande vient de chez les cousins Sannington, ils prennent soin de commander du poisson, au cas où. Tout frais du porc. Warren a tout de même un peu de mal à avaler. Danny transmet les instructions et les félicitations du shérif Russell Dent aux assistants officieux. Tous sont d'accord pour retourner enquêter dans la ferme de Sannington, et dès que possible. Alors qu'ils s'interrogent sur l'éventualité que les cousins Sannington soient revenus chez eux entre-temps, un homme déboule précipitamment dans la salle de restaurant du Washington, sort un appareil photo portatif, un modèle très spécial et onéreux, ne nécessitant ni temps de pause ni trépied, mais ce n'est pas non plus une caméra du Thomson Epitaph, et il prend aussitôt un cliché des PJ attablés sans leur demander leur avis. Danny se crispe aussitôt, mais il reconnaît Josh Newcomb, le patron du Crimson Post, le journal du coin. L'intrus exclame « Les héros de Crimson Bay !» Danny est stupéfait que la nouvelle ait déjà fuité. Mais il est bientôt impossible d'en placer une devant l'énergique bonhomme, dont la logorée est très irritante. Il s'assied à leur table, toujours sans demander la moindre autorisation, et leur réclame une interview, disant qu'il va en faire des stars, peut-être dans une édition spéciale, tiens. Il pose des questions avec un débit de mitrailleuse, ça va beaucoup trop vite pour Danny, mais il n'écoute pas le moins du monde les timides tentatives de réponse. Il écrit son article en improvisant en direct, il romance ce qui s'est passé, c'est à ça qu'on reconnaît un bon journaliste, au point où son discours n'a plus le moindre rapport avec la réalité. Jusqu'à la description de la reine tigre de prairie que les personnages tentent vainement de faire à sa requête insistante. Il dessine un croquis à la hâte, il a un joli coup de crayon, mais le résultat tient plus du loup-garou de 2 mètres de haut que de l'insecte véritablement affronté. Nicolas et Béatrice vont s'installer à une autre table, ce qui surprend Newcomb. Warren, lui, est curieux, et Danny joueur. Newcomb prend le point du bagarreur en photo, demande au savant fou d'ouvrir la bouche pour faire une photo de sa glotte. Oh, et il faut aussi une photo du gourdin. Mais tuer la bête immonde et vicieuse en un coup. Non, non, ça ne va pas. De toute évidence, monsieur Danny a multiplié les parades et les bottes précises face aux griffes de 40 centimètres de la créature satanique et hurlante. Et bon, très bien, il a assez de matière, il va pouvoir finir son article tout seul. Il n'a plus besoin d'eux, ça va être génial. Oh, il faut une photo martiale de monsieur Danny avec son gourdin. Oui, dehors, mettons à côté de l'abreuvoir, là. Non, une pose martiale. Le pied droit ici, voilà. Le gauche là, levez le bras droit, que le gourdin soit posé. Voilà, là, comme ça, parfait. Oh, et montrez les dents aussi, que l'on sente toute votre virile agressivité au service du bon droit. Parfait, merci, au revoir. Et il s'en va prestement, sans un mot de plus. Béatrice, qui a observé la scène en retrait, le suit dans la rue, et Nicolas de même. Ils ont d'autres informations à lui apporter? Béatrice part dans son délire. Pareil journaliste d'investigation doit en savoir long sur le complot des barons du rail, ces puces qu'ils implantent sur les gens. Ils en ont après elle. Et cette photographie pourrait s'avérer dangereuse pour la Huckster et pour le journaliste. Celui-ci s'insurge.
Il ne censurera rien, il est au service de la vérité. Un journaliste intègre n'a que faire des menaces. Mais de quoi parle-t-elle au juste? Les explications de Béatrice sont de plus en plus confuses et déroutantes, au point où Newcomb ne sait pas si elle se moque de lui ou si elle est complètement dingue. Il se sent un peu agressé aussi. Finalement, il tranche et coupe court aux divagations de la jeune femme. Vous vous moquez, mademoiselle. Ce que vous me racontez là, c'est bon pour cette feuille de chou lamentable qu'est le Tombstone Epitaph. Pas pour un journal sérieux comme le Crimson Post. Béatrice, dépitée, baisse les bras et s'en retourne au Washington, l'air penaud. Mais Nicolas prend son relais. Josh Newcomb tient-il également à un bulletin paroissial? Eh bien, pas vraiment, c'était pas très palpitant. Mais le faux prêtre dit qu'il n'y a rien de plus palpitant que la Bible, qu'il songe donc à la menace constituée par la tempête rouge. C'est ainsi que Nicolas désigne le mystérieux Indien avec lequel il est engagé dans une lutte à mort, mais il n'en dit bien sûr rien. Elle est là, derrière vous. Le candide journaliste se retourne. Rien. Bon, il suppose qu'il pourrait avoir de la place pour un billet d'opinion spirituelle dans sa gazette, avec la permission du père O'Hara tout de même, qu'il n'y ait pas de malentendu. Il essaye de changer de sujet. Votre compagne, cette Béatrice, en vérité, elle n'a pas fait grand-chose dans cette caverne, n'est-ce pas? Elle compte récolter les lauriers pour des hauts faits auxquels elle n'a rien participé. C'est navrant. En fait, il a même fallu que vous interveniez pour protéger cette frêle jeune femme qui était en difficulté et criait, pleurait, désarmée, tétanisée par la peur. Oui, oui, c'est bien ça, ça s'est passé comme ça, de toute évidence. Merci d'avoir confirmé mon sentiment, mon père, et au revoir. Mais Nicolas le retient. Il faut qu'il lui montre quelque chose. Comment réagir en cas d'un assaut de cette démoniaque créature qu'ils ont affrontée. Il pose sa main sur l'épaule du journaliste et le pousse progressivement dans une ruelle. Pour se protéger, il faut d'abord faire appel à la protection divine, mais ensuite au poing de Dieu. Il lui balance un uppercut dans le foie. Le journaliste tombe à genoux, le souffle coupé, puis, se reprenant tant bien que mal, « Ça va pas la tête !» Il se tient les côtes nauséeux. Nicolas retourne à Washington, non sans dire « Je viens de vous sauver la vie, monsieur. N'oubliez pas, c'est ainsi que l'on sauve une vie. » Ils retournent tous à la ferme des Sannington. Sur place, aucun signe des cousins et leur charrette n'est pas là. Les PJ s'assurent que personne ne les surveille, de près ou de loin. Nicolas et Rafi sont à peu près sûrs qu'ils ont le champ libre. Ils prennent toutefois soin de laisser leur diligence et les chevaux dans un endroit discret. Danny jette un œil à la porte qui fait face à la grange. Elle n'est effectivement pas bien solide. Warren offre de faire usage de ses bras mécaniques, mais le bagarreur n'a pas envie d'attendre et défonce la porte d'un bon coup d'épaule. Elle cède aussitôt. À l'intérieur, c'est parfaitement immonde, et ça pue. Juste en face de la porte extérieure se trouve l'autre porte que Béatrice avait aperçue dans son pressentiment. Elle est verrouillée et a l'air plus solide. Mais Danny se jette contre elle sans attendre. Cette fois, il lui faut s'y prendre à plusieurs reprises. L'aide de Nicolas lui permet enfin de dégonder la porte. Elle donne bien sur un escalier, assez raide. On peut sans doute y faire glisser des choses comme dans un toboggan, des traces en témoignent. L'escalier descend dans une cave relativement profonde, très fraîche, et qui pue la charogne. S'emparant d'une lampe, Danny descend suivi par les autres, et ils pénètrent ainsi l'abattoir des cousins Sannington. Des carcasses sont suspendues à des crocs de boucher, des vaches, des chevaux et des humains, saignés et amputés de diverses parties. Les cadavres sont nus, mais il y a une petite porte au fond de la cave qui donne sur un débarras. Ils y trouvent des vêtements, de voyage surtout, des selles, quelques bijoux éventuellement identifiables, dans les 20 $ en billets qu'empoche Trixie, un carnet qui semble être un journal intime, quelques lettres aussi. C'est Danny qui tombe dessus, mais il ne sait pas lire. Il ramasse les objets les plus pertinents pour identifier les victimes, une selle de luxe marquée avec des initiales brodées par exemple, et ne s'attarde pas. Il file vers Crimson Bay, direction le bureau du shérif. Sur place, il retrouve le shérif Russell Drent, mais cette fois avec son autre adjoint, Shane Atherton. Danny, qui prend la tête du petit groupe, n'apprécie pas ce dernier, et ça se sent. Drent renacle un peu tout d'abord, mais comprend ce qu'il en est, et confie à Atherton une tâche inutile pour le faire sortir, qu'il aille jeter un coup d'œil chez Tom Jenkins, ça fait longtemps. Une fois seul avec le shérif, Danny et ses compagnons annoncent à Drent ce qu'ils ont trouvé dans la cave des Sannington. Nicolas narquois demande au shérif ce qu'il a mangé à midi. Le shérif voit très bien où il veut en venir, mais pense que c'était pour leur consommation personnelle. Autrement, on s'en serait rendu compte en ville, hein? Enfin... Il les avait envoyés enquêter sur la mort de quelques vaches. Ils en sont revenus avec une histoire de tiques de prairie et des soupçons de vol, et maintenant des preuves que les cousins sont des dégénérés cannibales qui s'en sont pris à des voyageurs isolés, de toute évidence. La ferme était bien située, et comme c'était avant que ces types arrivent à Crimson Bay, personne n'en savait rien ici. Rafi ajoute que ça n'est pas la meilleure des publicités pour la ville, surtout à la veille du grand tournoi de poker. À l'évidence, et il ne faut pas que ça s'ébruite. Drent va en parler de suite avec Wallace. Il va falloir agir au plus tôt, discrètement,
retourner là-bas et s'expliquer virilement avec les Sannington. Il en sera, et les PJ aussi s'ils le souhaitent. Mais pas d'initiative intempestive, il faut d'abord qu'il voie Wallace, il les tiendra au courant. Oh, et voici vos étoiles, et une prime de 10 $ pour mes adjoints. Béatrice a gardé les 20 $ trouvés dans la cave, ceci dit. Par ailleurs, Trent est furieux que l'affaire d'éthique de prairie ait fuité chez Newcomb. Cela ne doit pas arriver pour ces nouvelles révélations sur les Sannington, sous aucun prétexte. À suivre.